Bonsoir, jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1, à vous de la colorer, de la pimenter au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Vous avez entièrement carte blanche, alors à vous de composer le menu en appelant le 3921 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Julie avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise l'émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez donner votre avis par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous rejoindre au 39 21 pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Allez, c'est parti pour 2 heures de partage, 2 heures de libre antenne. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Madame Dublanche, merci de m'accueillir à l'antenne. Voilà, je vous appelle puisque je suis en ce moment un peu en période de bilan. Oui. Je sens que j'ai besoin d'un changement dans ma vie. Alors voilà, j'ai 29 ans, je finis actuellement mes études en Bac+5 en aménagement du territoire. Oui. Et donc ça fait 7 ans que j'ai repris mes études et d'ailleurs à l'époque, il y a 3 ans, je vous avais appelé pour les difficultés, pour me concentrer, de mémoire et un peu de stress, tout ça. Mais ça s'est bien arrangé alors ça. Oui, depuis j'ai avancé effectivement. Oui. Donc oui, effectivement, j'ai toujours réussi dans mes études malgré tout. Mmh. Et depuis 1 an, en fait, je ressens un nouvel élan. Je ne me sens pas vraiment bien dans mes études et dans ce que je fais. Et en fait, il y a 1 an, je suis partie faire un stage au Québec. Oui. Et depuis, ça a un peu chamboulé ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup du mal à retourner en France, à me réadapter. Parce que j'étais très bien accueillie, j'étais très valorisée là-bas dans mon travail, on va dire, de stage, en tant que stagiaire. Oui. Et aussi les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait entrevoir d'autres horizons. Et donc en fait, j'ai pas pu faire réellement ce que je voulais de retour en France, parce que j'ai dû changer de ville. Et depuis, c'est un peu catastrophique, c'est-à-dire que j'ai pas mal déprimé. Ma dernière année d'études, elle était inexistante, c'est-à-dire que j'étais très mal organisée mon master. Et surtout, dernièrement, j'ai fait un stage qui m'a pas mal dévalorisée. J'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Je suis arrivée dans la structure, on m'a mis de côté, pas du tout au même étage, on s'est pas occupé de moi. Mmh. On m'a même, je dirais, un petit peu méprisée, puis de haut, complètement laissée à l'abandon. Donc ça a duré quand même 5 mois, donc j'ai tenu jusqu'au bout. Vous étiez la seule stagiaire ? Oui, c'est une grosse collectivité, mais Oui. dans le service, oui. Oui. Mais par ailleurs, j'avais cru comprendre que les autres stagiaires, c'était pas bien passé non plus. Bon. C'est plutôt rassurant, dans un sens. Oui, C'est-à-dire que ce n'était, vous voyez, pas lié à vous, à votre personnalité, mais c'était dans cette entreprise accueillait mal les stagiaires, les prenait mal en charge. Oui, après, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai culpabilisé. Oui, pourquoi ? Je me sentais très mal. Oui, donc ça pose question, c'est certain. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rebondir. Bon, j'ai quand même fourni un travail. Mais c'était très difficile, quoi. En partant, même pas merci, c'était très froid. Et puis tout le long, c'était vraiment, je me suis sentie rabaissée. J'ai perdu vraiment complètement confiance en moi. Heureusement qu'il y a des gens qui m'ont soutenue, tout ça. Mais j'ai cherché toujours à essayer d'aller vers eux, de changer la situation. Mais en fait, je me suis rendu compte que une des personnes qui était censée m'encadrer était un peu perverse. C'est-à-dire qu'en fait, il s'amusait bien à me mettre en difficulté, à me prendre de haut. Donc voilà, disons que ça va pas très bien depuis un certain moment, même depuis presque toujours, mais là, dernièrement, ça m'a encore plus fragilisée. Parce
stage que j'ai réalisé dernièrement. Donc. Bon, c'était un stage, Émilie. Hein, c'est votre vie. Enfin, vous voyez, c'est même pas votre vie professionnelle. Vous n'étiez même pas. Vous étiez en formation là. Ça peut arriver, ça. C'est qu'une étape. Donc que ça se soit mal passé, ça remet pas du tout en question votre valeur personnelle. Vous êtes tombé sur des gens qui vous avez besoin de stagiaires pour faire un certain type de travail, mais qui en même temps ne voulaient pas s'occuper d'eux, les former, les encadrer. Et qui, dites-vous, certains avaient des personnalités peut-être un peu perverses, comme vous pouvez en rencontrer malheureusement dans le monde du travail par la suite. Le problème, c'est que vous, là, vous l'avez pris à titre personnel, parce que souvent, parce que vous avez été un peu débordé beaucoup d'ailleurs, par vos émotions. Parce que souvent, si vous voulez, dans le travail, on a des réflexes, dans le domaine du travail, on a souvent des réflexes un peu enfantins. C'est-à-dire celui de travailler pour faire plaisir à ses parents ou à son professeur et mériter leur amour. Donc on cherche à être apprécié pour sa valeur personnelle et non pour ses compétences professionnelles. Autrement dit, on cherche à être aimé. Alors si ça marche pas, on peut être profondément déstabilisé comme vous l'êtes. C'est ce qu'on m'a dit, tu cherches la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est une chose, mais être reconnu pour vos valeurs professionnelles, c'est pas la même chose qu'être reconnu pour votre valeur personnelle. Or là, vous y avez mis beaucoup trop d'affectif. Et ce stage, c'est pas la fin du monde, Émilie. C'est une expérience qui n'a pas été bonne, mais je veux dire, votre vie professionnelle, elle se joue pas sur ce stage. Oui, après, ce qui était un peu dommage, c'est que c'est le stage de fin d'études et vraiment, je suis restée sur mes acquis. Je sais même pas comment valoriser ce stage et là, j'ai encore terminé le rapport. Il faut que je passe aussi l'étape de parler devant eux et peut-être de me faire casser, mais je me prépare. De parler devant au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit rendre un rapport de stage et puis on doit faire une présentation orale de son rapport. Donc ils vont être conviés à venir à l'audition, on va dire. Oui, mais c'est pas eux qui vous notent. Non, mais ma prof, en fait, elle est... Si vous voulez, avec cette collectivité, ce service lui commande du travail, en fait. Donc, j'ai jamais pu lui dire réellement comment ça se passait. Mais ça serait pourtant important. Je lui ai dit que j'étais très autonome. Elle est bien venue me voir. Elle a vu que j'étais pas du tout avec les autres. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'est chargé de lui dire en aparté. Donc, je pense qu'elle le fait. Le problème, c'est que je l'ai rappelée, on devait se revoir pour qu'elle m'aide dans mon travail, et je n'ai aucune nouvelle. Qui, votre prof ? Ma prof aussi me lâche. Elle lâche un peu tout le monde, apparemment. Il n'y a pas que moi que... Enfin, on est sans nouvelles d'elle, mais bon, moi, j'en ai particulièrement besoin Elle devait m'aider un petit peu dans mon travail, quoi. Mais votre prof, c'est quand même... Vous avez été... vous êtes plusieurs stagiaires de la même formation à être dans cette collectivité ? On était 2, ouais. Oui. Et avec l'autre stagiaire, comment ça s'est passé aussi pas très bien, j'imagine ? Si, c'était pas du tout dans le même service. Donc l'ambiance était bonne, ils l'ont bien intégré et tout. D'accord, dans un autre service. Mais moi, je crois que c'est quand même important de faire remonter à votre prof que dans le service où vous avez été, il y a un problème d'encadrement des stagiaires. Hein, parce que dire que vous étiez très autonome, c'est-à-dire dire que bon, finalement, ils veulent des stagiaires, mais ils ne les forment pas. Non. Donc vous avez le sentiment de ne pas apprendre grand-chose. Parce que être autonome, ça peut être positif, mais quand on fait un stage, on est aussi là pour apprendre.
Donc il faut quand même quelqu'un qui soit là pour encadrer les stagiaires. Ouais, Bon, ça arrive de méthode, plus en c'est plus que... dans les entreprises, où maintenant on prend des stagiaires et on les considère comme des salariés et ils font le job, malheureusement. Mais c'est quand même important de le faire remonter à votre professeur. Et après, ce mémoire, vous allez le faire. Il est évident qu'il ne s'agit pas de faire un mémoire hyper critique. Il ne faut pas non plus, voyez, mais vous pouvez faire un mémoire. De toute façon, c'est pas un rapport de stage que vous allez faire. Ben là, c'est plutôt quand même un rapport d'études, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans le mémoire. C'est quelque chose que je veux remettre à la fois à la structure, à la fois à mon université, mais c'est quelque chose de très professionnel, quoi. C'est pas vraiment un mémoire là qu'elle demande. Mais c'est quoi alors? C'est un rapport d'études. Oui, mais on a eu quasiment pas de nouvelles de notre directrice de tout le stage, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis à la fois déçue de l'année et aussi de mon stage, mais un rapport d'études, c'est vous devez parler de la structure, vous devez. Non, pas spécialement. Parce que je comprends, c'est par rapport au travail qu'on a fourni. Mm-hmm. Essayer au final de remettre une étude, c'est un document qui est assez professionnel, qui retrace un peu le travail qu'on a fait et le remettre finalement comme support à la structure. Bon, elle verra ça aussi. Voilà. Ce que vous avez fait au sein quand même de cette collectivité. J'avais fait pas mal de choses, mais au final, j'avais pas fini ma mission. Donc, j'essaie de me débrouiller pour finir et essayer de rendre un truc. Oui. Mais ça s'est passé que finalement, j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai passé du temps. Mais la motivation n'était pas là, j'étais pas mal déprimée. Et ce qu'on me demandait, c'était très, très difficile. Et je pense que j'étais un peu débordée par tout ça, quoi. Parce que finalement, c'était de la prospective pour une grande collectivité. Et on m'empêchait de faire des entretiens, on m'empêchait de faire un tas de choses, en plus on m'expliquait rien. Donc... Mais maintenant, pour faire votre mémoire, est-ce que vous avez les éléments nécessaires? Parce que maintenant, il faut passer à autre chose, là, Émilie. On n'est plus, c'est derrière. Maintenant, ce que vous devez réaliser, c'est votre mémoire. J'ai encore un peu d'analyse à faire, mais voilà. J'ai pris au fur et à mesure, là. Ah ben voilà. Maintenant, si vous voulez, ce que vous allez rendre, c'est un mémoire et ce rapport d'études en vous valorisant ce travail que vous avez fait. Alors attention, il ne s'agit pas non plus de dire que vous avez fait un truc super formidable. Il faut rester quand même assez objective. Mais avec ce que vous avez accompli, vous allez mettre en avant ce que vous avez réalisé au cours de ce stage et mettre un peu de côté ce que vous avez mal vécu. Parce qu'il faut le terminer. Vous avez besoin pour valider votre année. Donc j'entends bien que ça a été difficile ce stage, mais l'important c'est c'est pas pour autant que ça doit vous démotiver et baisser les bras, que ça doit vous casser et ne pas aller au bout de ce rapport-là. Oui, non, mais de toute façon je le finirai. Mais voilà, il faut le terminer. Pas le choix. Après, c'est la suite qui m'inquiète plus, quoi. Pourquoi? Parce que je me suis pas fait de réseau cette année avec ce stage. Je suis dans une nouvelle ville depuis cette année. Mon stage précédent, c'était au Québec. Donc, je sais pas trop. En plus, je sais pas forcément bien ce que j'ai fait. Enfin, la mission de stage. Il y avait une erreur de ma part d'avoir choisi ce stage, je pense, d'une part, qui me convenait pas. Et, je me suis dit, j'en sortirai toujours. Et puis, c'est une grande collectivité. On apprend toujours, toujours très bien sur le CV et tout ça. Et puis, je serai encadrée. Et puis, ça va s'affiner. La mission de stage va s'affiner, etc. Donc, ça a été du tout. Ça a été l'inverse. Et du coup, je ne me sens pas du tout bien dans ce que je fais, dans la thématique que je suis, dans laquelle je travaille.
Mais est-ce que vous ne faites pas de réseau. Émilie, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un amalgame quand vous dites que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites parce que ça s'est mal passé dans ce stage et du coup vous dites je ne me sens pas bien dans ce que je fais. Quand vous étiez au Québec, ça s'est très bien passé. Et vous étiez dans la même filière. Bon. Alors, vous êtes en train de tout amalgamer, là. C'est pas l'orientation qui est problématique. C'est que vous restez sur ce qui s'est passé au sein de ce stage. Ou bon, oui, il y a eu, vous n'avez pas été valorisé, ça a été assez déprimant. Bon, ça peut arriver, ça. C'est une expérience. Il arrive qu'on fasse des expériences qui soient pas très très motivantes, voire, oui, je vais oser le mot, des expériences négatives. C'est une étape dans votre parcours. Vous devez pas vous arrêter à ça et vous dire que fondamentalement, ça remet en question votre orientation. Misez aussi, rappelez-vous, ce qui a marché et ce qui a fonctionné. Ben oui. Après, disons que le thème de l'aménagement, ça ne me correspond pas spécialement. Moi, ce que je m'aurais plus vu, c'est plus monter des projets plus proches des gens, plus social. Et ça, c'est depuis un an de mon retour au Québec que je ressentais ça. Et en fait, j'avais trouvé une formation intéressante, mais je prenais qu'en formation continue. Donc, du coup, j'ai un peu poursuivi dans un truc généraliste. Et quand je dis que je me sentais pas très bien dans ces études, c'est que finalement, je me sentais jamais à ma place vraiment. Je pense que j'ai pas assez ciblé. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire à ce moment-là une formation complémentaire pour vous spécialiser dans ce que vous voulez faire? J'essaie de chercher, mais je ne sais pas trop comment. Et puisque vous vous plaisiez beaucoup au Québec, il n'y a pas quelque chose d'envisageable là-bas, puisque vous aviez constitué justement un petit réseau. Il n'y a pas des possibilités? Disons qu'il y a deux choses. Il y a que mon copain est encore là 2 ans, qui fait un doctorat. Et la deuxième chose que je m'étais dit dans un premier temps, avant de repartir à l'étranger éventuellement, il y a peut-être d'autres choses à construire personnelles. Enfin, je suis pas très costaud non plus d'un point de vue personnel, donc je m'étais dit il y a d'autres choses peut-être plus se stabiliser quelque part et développer par exemple des activités sportives ou un certain bien-être ou je sais pas, je m'étais dit peut-être plus de me sur un poser plan personnel avec votre ami, vous voulez dire? Lui, il peut pas partir au Canada d'ici 2 ans. Qu'il prépare son doctorat en France. Et puis moi, je m'étais dit, parce que pendant des années, en fait, j'ai fait que ça, bouger. J'ai fait des études dans différentes villes de France. Et un peu cette usure de toujours bouger, toujours s'adapter. Je m'étais dit, est-ce que peut-être avant de penser à repartir au Québec, peut-être plus de se stabiliser, même au niveau des connaissances, des activités que je peux entreprendre. Bon. Voilà, après, c'est sûr, je sais pas. Il me semblait que c'était peut-être bien de commencer comme ça, avant d'envisager éventuellement de repartir. Bon, écoutez, en tout cas, pour le moment, la priorité, c'est de vous atteler, de vous redresser un peu les manches, là, retrousser les manches et puis de vous atteler à la rédaction de ce rapport, hein, parce que... et puis, si vous vous sentez... Parce que je trouve que... Enfin... Vous dites ce stage vous a fragilisé, mais moi j'ai quand même le sentiment que au-delà de ça, il y a quand même peut-être une fragilité. Ça a aussi révélé une fragilité. Peut-être que vous pourriez avoir un peu une ou deux séances, quelques séances un peu en thérapie pour aller parler de tout ça, hein, parce que c'est ce que je faisais. Reprenez. Heureusement. Reprenez, Émilie, hein, parce que je trouve qu'il y a quand même on sent là une fragilité qu'il faudrait un peu élaborer, je crois.
Et c'est important à ce tournant un peu de votre vie où vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle, sur votre vie personnelle. Ça pourrait vous aider à l'envisager avec un peu moins d'angoisse. Parce que déjà, même la façon dont vous avez commencé à parler de vous en disant je fais un bilan, un peu de ma vie. Vous avez 29 ans, quoi. Vous savez, parler de bilan à votre âge, c'est quand même assez tôt pour faire un bilan. Alors, que vous posiez des questions, en revanche, ça, c'est plutôt sain. C'est un âge où on se pose des questions. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce stage finalement n'a fait que valider des croyances négatives sur vous-même. Et que vous n'aviez pas besoin de ça. Là où d'autres auraient dit c'est vraiment, je suis tombée dans une structure où c'était des nazes, quoi. Voilà, je caricature un peu. Eh ben vous, ça a enfoncé le clou. Vous aviez déjà pas mal de croyances négatives sur vous et ça les a bien renforcées. Donc c'est plus cela qu'il faudrait un peu travailler. C'est ce que dit Mathieu. Tout le monde a eu des moments difficiles à un moment ou à un autre professionnellement. Et on peut s'en faire une force pour la suite. Non, mais c'est sûr que d'un point de vue personnel, ça va beaucoup m'apporter. Là, il faut que je prenne un peu plus de recul, peut-être. C'est pas encore frais, mais c'est sûr que... C'est pour ça que je dis qu'il y a une part de moi, c'est que je l'ai pris tellement à cœur ce qui m'est arrivé que... Un peu trop. C'est sûr que... Oui. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a que la faute de eux. Non, mais ça s'est mal passé, c'est une chose. Oui, mais ça vous a affecté au-delà de ce que cela aurait dû vous affecter. Puis il y a Matt Quinn qui dit, votre prof a un supérieur, il faut dire aussi les choses en face, dire que vous n'avez peut-être pas, qu'il y a un problème dans cette collectivité, mettre les gens en face un peu de leurs responsabilités. Mais en tout cas, dans votre rapport, vous pouvez, dans un rapport, on peut se permettre d'émettre quelques critiques. C'est un rapport qui est dithyrambique, ça n'a pas de sens. On peut émettre quelques critiques, mais pas trop non plus. Il faut doser. Est-ce qu'on a, je sais pas, il y a une petite réaction, peut-être je vois de Simon là qui s'affiche sur mon écran. On va peut-être essayer de l'appeler avant. Asiba va essayer de l'appeler, comme ça on va la voir. On va la voir avec nous au 39 21. J'espère qu'il va être là. Attendez, on va mettre un peu de musique et on va appeler Simon. Restez avec nous, Émilie. Ok, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir, merci d'intervenir à l'antenne. Donc pour soutenir un peu Émilie. Émilie, je le rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, qui a bien du mal à se remettre d'un stage qu'il a laissé, qu'il a un petit peu cassé et qui du coup a tendance à remettre en question même son orientation professionnelle. Alors vous Simon, vous avez 24 ans et vous avez vécu un peu la même chose, un stage qui s'est mal passé. En fait, plusieurs fois la même chose parce que j'ai effectivement, j'ai fait 5 ans d'études d'ingénieur en métallurgie et j'ai fait mon stage de 4e année au Québec où effectivement j'ai été très bien intégré, j'ai trouvé une ambiance de travail où j'ai beaucoup appris. Et par contre, pour le dernier stage, celui de fin d'études, donc qui est le plus important puisque c'est celui qu'on est censé vendre après à ses futurs employeurs quand on rentre dans le monde du travail. Eh ben, tout à fait. J'ai pas été encadré. J'ai été un peu laissé seul à moi-même. On m'a demandé donc de réaliser donc une espèce de machine de soudage donc un travail qui normalement aurait dû être confié à un employé, quelqu'un qui connaissait bien les besoins de l'entreprise. J'ai pas mon encadrant qui était mon maître de stage est parti en vacances le premier mois où je suis arrivé, donc c'était pas forcément très facile pour l'intégration. Et donc du coup, même au bout de 4 mois de stage, mon rapport était malgré tout relativement mince.
en termes de contenu, sauf les habituelles généralités sur la présentation d'entreprise, du secteur, etc. Eh bien, malgré tout, ce que je voulais dire à Émilie, c'est que même si ça n'a pas été une expérience facile, ça reste, comme vous l'avez dit, ça reste une expérience. Et que cette expérience, eh bien, elle peut forcément retirer quelque chose, en apprendre. Et qu'en faisant son mémoire, elle va faire le point malgré tout, parce que je suis sûr qu'elle a quand même réalisé et appris des choses. Et tout ce qu'elle a réalisé et elle a appris, elle va pouvoir une fois qu'elle aura couché sur son mémoire, elle saura après s'en servir pour, elle verra qu'elle a finalement, elle a produit des choses, elle est capable elle verra qu'elle n'est pas bonne à rien, qu'elle est capable de faire des choses, qu'elle est capable d'être bonne dans ce métier, et que voilà, elle saura, et ça lui servira plus tard. Mais il faut pas qu'elle abandonne maintenant, quoi. Et c'est très juste ce que vous dites, Simon. C'est souvent justement dans le mémoire permet de prendre du recul, de réfléchir là où quand on est dans le stage, on est plus dans l'action. Dans le mémoire permet de ce travail de réflexion et de voir que là où on a l'impression que parfois que on n'a pas forcément fait grand chose, où on a eu un sentiment un peu de oui, c'est ça, de se dire tiens, qu'est-ce que ça n'a pas été très constructif, et on peut se rendre compte que finalement même dans des choses qui n'ont pas toujours été très positives ou autres, où on a appris beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et déjà le fait même de réaliser, de théoriser un peu, donc on est amené il y a un travail de réflexion, donc on livre quelque chose, on va au bout de quelque chose, et c'est vrai que j'avais pas souligné cet aspect-là, et c'est important que vous le notiez. Donc, Émilie, ça c'est, vous voyez, c'est pour le moment ce qui vous paraît laborieux, parce que vous restez sur ces mauvaises impressions. Quand vous allez vraiment vous plonger un petit peu dans la réalité de ce travail, peut-être que justement, là vous êtes encore dans l'idée de la pratique qui a été pénible. Peut-être que le côté plus intellectuel, vous allez un peu vous prendre au jeu. Ou en tout cas vous donner ce qu'il faut en tout cas, c'est vous épargner la souffrance, c'est de vous fixer des petits objectifs et de vous encourager, voyez, un peu de vous fixer, voilà, c'est de vous donner un peu chaque jour, de vous dire allez, j'écris quelques pages chaque jour, et puis quand vous êtes contente de dire voilà, allez, après je me récompense. Comme un peu un enfant quand il apprend quelque chose, dire allez, on peut dire c'est bien, et maintenant on va s'offrir une petite récompense et tout. Il faut savoir se motiver comme ça. Un conseil que je donnerais. Vous êtes là, Émilie ? Oui, je suis là, j'écoute. Un conseil que je vous donnerais, Émilie, par contre, c'est comment, pour votre mémoire, commencez par coucher sur papier au brouillon tout ce que vous avez réalisé. Reprenez votre stage depuis le début, point par point. Prenez tout ce que vous avez réalisé. Déjà, comme ça, vous verrez que finalement, vous avez fait des choses. Ça va être bon pour vous. Et puis, ça vous aidera après à faire votre mémoire, parce que c'est plus facile à faire si c'est frais dans la tête. Donc, c'est important faut pas que votre mémoire traîne trop à faire, parce que plus vous traînerez à le faire, plus vous aurez du mal à le faire. Et puis un plan surtout, hein. Quand on a un bon plan, on a la moitié du mémoire, hein. Quand on a un bon plan bien structuré, c'est déjà, on sait où on va. Et ça, en revanche, le plan, il faut le soumettre à votre prof, hein, il doit le valider, hein. Là, elle doit vous aider sur ce plan-là. Comment ? Pas de nouvelles depuis... Ah oui, non, mais vous la relancez, je suis désolée, c'est son rôle. Hein. Mais c'est ce que je fais. Un prof, attendez, un mémoire, un rapport d'études de fin de stage, je suis désolée, hein, c'est son boulot. Hein. Vous devez lui soumettre, c'est parce qu'après, elle aura beau jeu de vous dire, ah ben non, ça va pas, il faut au moins, après elle est pas là à vous tenir la main pour vous dire comment ça va, mais il faut au moins que vous lui soumettiez le plan, et qu'elle vous dise, ça va pas, voilà. Elle doit être là pour ça. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur Internet, à chercher tout ce qui peut exister comme plan pour ce type de rapport dans ce type de domaine, parce que dans ce type de domaine, voyez si vous avez des anciens élèves qui ont déjà fait leur stage, si vous ne voulez pas récupérer leur plan,
ça peut vous donner un point de départ. Oui, bonne idée. Ouais. Il n'y avait pas ça, moi, à mon époque. Hein. J'aurais bien aimé. Ouais. Et puis, voilà, commencez par faire le premier chapitre, faites le classique, faites la présentation de l'entreprise. C'est toujours... ça vaut des points et c'est pas compliqué à faire. Donc déjà, ça fait déjà du contenu. N'hésitez pas après éventuellement à élargir sur le secteur. Il y a toujours, vous trouvez toujours quelque chose à faire pour meubler votre rapport. Il y a toujours moyen de trouver. Et si vous avez des points que vous avez pas envie d'évoquer ou que vous avez besoin de faire un peu de volume, parce que je sais pas si vous avez il y a une quantité minimum en termes de pages à faire. Mais voilà, faites le point sur ce que vous avez fait. Voyez ce que vous pouvez en ressortir. Et si vous pouvez pas le ressortir sur un rapport parce que c'est de l'humain, c'est de l'immersion dans le milieu professionnel et que c'est pas forcément évident à mettre dans un rapport, essayez de trouver d'autres choses pour ajouter du contenu à côté. Merci pour ces conseils éclairés, plein de bon sens. Vous travaillez maintenant, Simon ? Tout à fait. J'ai trouvé un travail très rapidement après mes études. Voilà. Et dernière chose, Émilie, vous n'êtes pas la première avec qui un stage se passe mal. Vous n'êtes pas la dernière. Et dites-vous bien que les personnes qui jouent votre rapport, et c'est pas la première fois qu'ils ont un stage qui se passe mal, ils sauront en tenir compte. Et que voilà, dans le futur, si on vous pose des questions sur votre stage, n'hésitez pas à dire qu'il s'est mal passé. Il n'y a pas de honte, c'est pas votre faute. Et si vous montrez que vous avez pu en apprendre quelque chose, ce sera que du bon. Oui. Vous jouez pas votre vie professionnelle sur un stage, hein. C'est bien ce qu'il faut vous dire. Professionnelle dessus. Non, ni votre vie tout court, encore moins. Hein. Allez, bon courage, Émilie. Merci beaucoup, hein, Simon, pour ce côté très positif. Merci. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Didier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Didier, vous avez envoyé un mail pour rebondir un peu sur ce qui avait été dit hier sur les rencontres par Internet. Oui, effectivement. Et je vous en remercie puisque il y avait peu d'hommes qui étaient intervenus. Oui, donc vous vouliez. Quand j'ai entendu et j'ai eu la flemme de me relever. Oui. Alors vous m'excuserez, disons, je suis un petit peu ému de vous parler. Hein. Mais je vous en prie, je vous en prie. Oui, disons, je voulais juste rétablir certaines vérités, quoi. Enfin, certaines vérités. Je pense que c'est pas une affaire d'hommes, femmes. Les comportements masculins qui étaient mentionnés par les auditrices, en tant que, qu'inscrits hommes, je les retrouve aussi chez beaucoup de femmes. Vous avez beaucoup de femmes qui vous mentent sur leur âge, leur lieu d'habitation. Enfin, comme profession libérale, je peux dire qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le pognon. Je pense que, disons, le problème des sites de rencontres, c'est pas un problème d'hommes, femmes, c'est un problème de souffrance. Comme je le mentionnais sur mon mail, il y a beaucoup de personnes qui, tous les inscrits, de toute façon, sur les sites de rencontres, on est là, on est inscrit parce qu'on a un passé, on a une histoire, on a des casseroles, et beaucoup n'ont pas solutionné leurs problèmes. Enfin, j'en parle d'autant plus librement que ça a été mon cas pendant longtemps. Oui. J'ai été marié pendant 25 ans, j'ai eu un divorce, j'ai morflé, comme on dit vulgairement. Ça fait 2 ans et j'en suis qu'à 75% du chemin, quoi. Moi, je pense que, disons, sur les sites de rencontres, il y a 50% des inscrits qui ne sont pas à même de faire qui ne sont pas armés psychologiquement pour faire une rencontre réussie. C'est-à-dire que vous, après votre séparation, vous vous êtes inscrit très rapidement sur ce site parce que vous aviez peur de la solitude. Et du coup, vous n'étiez pas prêt à rencontrer. Vous aviez une erreur monumentale avec le recul. Et en plus, je vous dirais qu'avec le recul, je vois pendant les premiers mois de mon inscription, j'ai fait des rencontres. Oui.
Et j'ai peut-être raté, avec du recul, la rencontre avec la personne, parce que je n'étais pas prêt psychologiquement. Je me souviens d'une personne en particulier, et c'est peut-être, si vous voulez, sur une quinzaine de rencontres que j'ai pu effectuer, celle qui, disons, avec qui j'avais le plus d'affinité. Mais disons, ça n'a pas marché parce que, disons, je n'étais pas prêt, quoi. J'ai brûlé les étapes. Oui, mais je comprends, je comprends très bien parce que en même il faut du temps pour laisser de la place réellement à quelqu'un. Quand on est dans la précipitation, quand on veut retrouver finalement ce que l'on a perdu ou reconstruire à tout prix, on passe à côté parce que rencontrer l'autre, c'est accepter de faire un saut dans l'inconnu. Oui, et puis disons, je pense que aussi il y a une étape nécessaire, c'est de faire le bilan de son histoire, de comprendre, de tirer les enseignements. Et ça, disons, le problème, c'est que je pense, et j'en suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas le faire seul. Disons, il faut se faire aider. Et oui, si vous voulez, quand vous êtes en couple, que vous voyez l'autre vous échapper, que disons que vous comprenez pas le comportement, disons il y a des vérités, disons dans une histoire, dans une rupture, si vous voulez, c'est rarement blanc et noir d'un côté, il y a souvent. Et pour faire le bilan et tirer les enseignements, disons il faut accepter de partager et puis de prendre dans la figure des vérités, disons. Et il faut du temps, disons, pour prendre conscience de ça et puis en tirer les enseignements, Oui, non, mais je pense que, disons, mais on fonctionne tous de la même façon, On a, peur de la solitude et on brûle les étapes, Et disons, c'est ce qui fait que souvent, disons, il y a une déception par rapport aux attentes, qu'on soit homme ou femme. Oui, mais c'est pour ça, ça me parle beaucoup, tout ce que vous dites, parce que ça va bien au-delà des clichés habituels, de ce qui a été dit, qui existe évidemment. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont consommer du sexe, mais au-delà de ça, je pense que vous avez raison. Il y a des attentes, il y a ce désir parfois des attentes très fortes d'aller très très vite, et Internet permet cette rapidité, justement. On se rend compte aussi vite et si ça marche pas, on va très vite vers quelqu'un d'autre. Je pense effectivement, il y a cet aspect virtuel, là, disons, il y a l'aspect qui est un petit peu qui vous déconnecte de la réalité, disons, effectivement. Oui, effectivement, cet aspect virtuel là est important, je pense que, disons, c'est un outil, magnifique pour faire des rencontres, mais disons, il faut quand même prendre du recul avec. Tout dépend comment on l'utilise, c'est toujours pareil, comme vous dites, c'est un merveilleux outil, mais après tout dépend ce que l'on en fait. Et maintenant, justement, avec le recul que vous en avez, vous seriez prêt à aller de nouveau, vous allez sur ces sites ou... disons, j'y suis toujours, pour vous dire. J'y suis toujours. Oui, parce que maintenant, on sent que vous pouvez faire de la place à quelqu'un. Disons, pour être honnête, disons, je suis à 75% du chemin. Oui, disons, je pense. Mais, vous savez, disons, le psy qui me disait qu'après un divorce, il fallait 2 à 3 ans. Au départ, ça me paraissait long, mais avec du recul, je vois que c'est lui qui avait raison, Disons, oui, vous avez été en plus. Après, il n'y a pas de la durée est très, il n'y a pas de règles, il n'y a pas le temps est très variable d'une personne à une autre. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que 2 ou 3 ans, vous êtes resté en couple 25 ans. Vous savez, mais quand vous souffrez, ça paraît terriblement long. Ça paraît terriblement long et en même temps c'est très très court quand on y réfléchit bien. C'est, heureusement, dans un sens, heureusement
aussi qu'on ne peut pas, on ne se défait pas. Les personnes ne sont pas interchangeables. Alors il peut y avoir de ça peut donner l'illusion, hein, c'est-à-dire, tiens, ça on rencontre un tel, hop, ça le fait pas, comme disent les jeunes maintenant. Allez, hop, tac, un autre clic et je passe à un autre ou une autre. C'est complètement illusoire. Hein, on ne va pas consommer l'autre comme ça. Ou alors on peut consommer, mais ça laisse des traces aussi. Oui, effectivement, oui. Mais disons moi le bilan de mon expérience, c'est vraiment la souffrance des gens, et ça marque beaucoup. Je pense quand même que il y a beaucoup d'inscrits qui refusent, disons, de se faire aider à l'extérieur, de consulter, alors que, comment dirais-je, alors qu'ils en ont besoin, quoi. Hein, ils peuvent pas solutionner leurs problèmes. Hein. Parfois, c'est plus simple de fuir dans l'illusion d'une rencontre, croire que l'autre va tout régler. Je sais pas, et ça, disons, je l'ai vu avec des gens de tout milieu, hein, disons même dans le milieu médical. Hein, disons, oui. Beaucoup dans le milieu médical. Hein. On a très peur dans le milieu médical de tout ce qui touche au psychisme. Hein. Ah oui, ça c'est beaucoup. Oui. Il y a Angie qui dit complètement d'accord avec cet éclairage, et puis il y a le subversif qui dit non monsieur, les femmes ne mentent jamais, et en particulier sur leur âge, jamais, enfin presque jamais, ou disons pas si souvent, enfin pas tous les jours, ou presque. Oui, enfin disons, il y a certains mensonges. On fait parfois nos coquettes, hein. C'est pas le plus grave. Bon, disons le problème quand on commence une relation, autant partir quand même sur des bases. Oui, c'est vrai. Parfois on peut diminuer un peu quelques années. Oui. Il y a certains, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Didier, de cet échange, parce que c'était vraiment d'apporter de la profondeur là au débat, et j'imagine que les femmes qui ont témoigné, les auditrices qui ont témoigné hier, et puis d'autres se disent, il y a des hommes bien profonds, intéressants qu'on peut rencontrer sur Internet. Vraiment. Si, ça fait du bien de vous entendre, vraiment. Ça réhabilite un peu les choses. Oui. Bon, oui, mais disons, moi, personnellement, j'ai... Non, mais je dis ça sincèrement, hein, je dis vraiment, je le pense. Merci beaucoup, Didier, et puis je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui vous correspondra, vraiment. Merci. Au revoir, merci de votre appel. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Sur Europe 1 jusqu'à 1h, vous pouvez témoigner au 39 21 et bien sûr réagir à tout ce que vous entendez en appelant ce même numéro ou par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions au témoignage de Didier qui nous parlait des sites de rencontres en disant que finalement parmi les inscrits il y avait beaucoup de personnes qui peut-être voulaient aller trop vite pour faire des rencontres, beaucoup de gens qui étaient un peu dans des difficultés personnelles après des ruptures et qu'il fallait parfois laisser du temps, faire le deuil de sa précédente histoire. Didier nous parlait de ce qu'il avait lui-même vécu, qu'il s'était fait aider, prendre le temps de faire la place à une nouvelle personne. Antoine dit merci à votre interlocuteur pour son intervention pleine de modération, de recul et de franchise quant aux rencontres Internet et autres d'ailleurs. Prenons-nous vraiment le temps, surtout en milieu urbain, dit Antoine. Et puis Stéphanie dit à propos de ce témoignage, je rejoins complètement ce que dit ce monsieur. Et je repense aussi à l'intervention de Benoît hier soir. Alors Benoît nous parlait de sa rencontre. Il avait rencontré une jeune femme avec qui il avait discuté 1 heure au téléphone et puis il s'était vu assez rapidement. Elle était arrivée 1 heure en retard au rendez-vous, mais bon, il avait attendu. Elle était arrivée
un peu grande dame comme ça. Il l'avait trouvé un premier abord un peu coincé. Elle avait commandé un verre de vin et il s'était dit oh là là, ça va pas aller. Pas le fait qu'elle commande un verre de vin, mais son attitude un peu hautaine, un peu. Et finalement, la soirée s'était très bien passée. Ils se sont revus à plusieurs reprises et ils n'attendaient pas spécialement grand-chose de cette rencontre et ils sont ensemble depuis 6 mois. Et Stéphanie dit, il était très intéressant, très drôle, frais et positif, mais sans doute marginal parce que Benoît était disposé à rencontrer cette femme et vice-versa. Ils sont vite passés à la vie réelle. Voilà pourquoi ça a marché. Il faut vraiment être prêt à rencontrer l'autre. Gabriel, qui avait initié ce débat sur les rencontres Internet, qui dit oui, ça fait du bien d'entendre Didier, il y en a au moins un qui est profond, sensible et qui ne donne pas d'étiquette. Ouf, dit Gabriel. Oh, je pense qu'il y a d'autres hommes comme Didier aussi qui sont là, même s'ils n'ont pas témoigné, et que vous pouvez aussi rencontrer sur Internet. Il y a Poupy qui dit c'est très juste ce qu'a dit ce monsieur. J'ajoute qu'il faut que l'autre accepte que nous avons toutes et toutes un passé. Qu'est-ce que j'ai Et Angie qui dit être avec quelqu'un par défaut, ce n'est jamais la solution. Sonny Stark dit, moi j'ai rencontré ma compagne sur un chat d'une radio. Cela fait bientôt 4 ans que l'on est ensemble et tout va bien. Et puis un petit message attendez, il faut que je le retrouve, d'Ava pour Émilie qui nous parlait de ce stage de fin d'études qui s'était mal passé. Elle dit prendre des distances affectives avec le vécu personnel du stage et avec la frustration douloureuse en faisant vraiment un objet neutre d'étude. C'est la meilleure façon de vous consacrer à maintenant la rédaction de votre mémoire. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Une voix claire et ferme. Je sais qu'il y avait des soucis tout à l'heure. Bah, écoutez, je suis très content de vous parler ce soir. Mais moi aussi. J'adore votre émission. Merci. Merci d'y participer. Merci à vous. Donc, voilà, j'ai malheureusement sombré dans l'alcoolisme. Oui. Je suis sorti de là depuis mars, donc je suis abstinent. Bon. J'ai fait une cure plus une post-cure. Oui. Qui se sont super bien passées et où je partais pas forcément motivé et qui sont franchement très très bien passées. Oui, et donc puis, c'est d'autant plus une réussite. Si au départ, qu'est-ce qui fait que vous avez fini par accepter? Parce qu'il y avait quand même, normalement, c'est important qu'il y ait quand même une motivation. Écoutez, je me suis retrouvé à l'hôpital aux urgences. D'accord. Et là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. L'hôpital fait ça super bien d'ailleurs, puisqu'il m'a fait rencontrer une personne qui s'occupe des problèmes d'alcool. Oui. Une assistante sociale, si je me souviens bien. Donc, ce qui m'a permis de rentrer plus tôt dans une cure. Oui. Et puis, en cure, on s'est retrouvé un bon petit groupe avec, alors franchement, toutes les couches de la société. Oui. Et où il y avait beaucoup de discussions, que ce soit avec le personnel soignant ou entre nous, et ça a été vachement positif en fait. Et oui. puis... Ces échanges avec d'autres personnes, vous voulez dire, ça a été important pour vous? Super, ouais. C'est ce qui a fait que, en fait, en cours de cure, j'ai eu la motivation, quoi, qui est arrivée. Plus finalement que la prise en charge avec l'équipe thérapeutique. Non, c'est hyper important. Hein. Oui, les deux finalement. Ah ouais, les deux. Il faut oui. qu'il y ait un super suivi. On avait un super suivi médical et psychologique. Et non, c'est super important. Mais dans leur philosophie, la première cure, c'était de nous laisser beaucoup de temps entre nous pour pouvoir discuter, quoi. Et
Et ça dans les différents ateliers, ça se ressentait bien, quoi. C'était bien. Donc tout s'est super bien passé. Et puis je suis sorti. Pendant cette cure, j'ai demandé une post-cure. Oui. Puisque je me disais, tant qu'à faire, on y va, quoi. Et donc je me suis retrouvé avant d'aller en post-cure, j'ai passé un mois chez mes parents et là c'était dur. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y avait pas de confiance du tout, on surveillait tous mes faits et gestes, ce qui est normal, hein, je les comprends, mais bon, c'était rude. Oui, ça devait être compliqué pour vous, qu'on ne vous fasse pas confiance. Même encore maintenant, hein, c'est pour ça que j'appelais, parce que c'est moins, ils voient que je fais, j'ai pas l'impression de faire d'efforts, mais que j'ai la motivation, quoi. Vous vous sentez encore surveillé quand vous êtes chez vos parents ? Très, très surveillé. De toute façon, ça se manifeste comment ? Il faut que je passe tous les jours, que je mange là-bas le soir, que si je pars avant 20h, on me dit que ça va pas, En fait, c'est Tanguy à l'envers. C'est Tanguy à l'envers. Moi, je veux partir et oui. Ça marche pas. Oui. Vous avez essayé d'en parler avec eux ? Alors, oui. Alors, ma mère, qui a quand même compris, va voir le psy du suivi à Douai, comment ça s'appelle ? Axapa. C'est comment ça s'appelait avant ? C'est pour comment dirais-je ? C'est le centre hospitalier qui voilà, donc qui nous met à disposition des psychologues et donc elle a accepté d'aller chez le psychologue. Elle suit mais bon, ça n'a pas donné de résultat pour l'instant. C'est récent ? Dès le début de ma cure, elle a commencé, quoi. Oui. Bon, faut peut-être un peu de temps pour qu'elle comprenne qu'il est important qu'elle change un peu de mode relationnel avec vous, parce que vous n'êtes plus son petit garçon, là. Vous avez quel âge ? J'ai 42 ans. Oui, donc ça va pas, ça. Ah non, pas du tout. Et je le sens. Elle peut pas être dans le contrôle comme ça de votre vie. Même si ça part d'un bon sentiment, elle va mettre en avant qu'elle veut vous protéger et vous protéger de vous-même. De toute façon, c'est pas elle. Quelqu'un qui veut s'alcooliser, s'il veut s'alcooliser, on ne l'empêche pas de s'alcooliser. Ça, c'est certain, donc. Et finalement, dans cette situation, le parent garde une relation d'emprise sur son enfant. C'est exactement ce que je ressens. Et il ne veut pas renoncer au pouvoir qu'il a sur son enfant. Or, quand l'enfant est largement adulte, ça ne va pas. Oui. Elle ne vous permet pas de. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas étonnant que ça vous fasse souffrir, parce que vous avez besoin, vous, de retrouver une estime de vous-même, une confiance en vous-même. Et si vos parents n'ont pas confiance en vous, ça ne vous aide pas. Ça c'est clair. J'ai l'impression de revenir, d'être un ado et voire plus jeune. Oui. Donc c'est plutôt, ils vous mettent dans une attitude très régressive. Exactement. Un ado qui doit passer tous les jours, qui doit rendre des comptes, qui doit être là pour dîner, Or, vous êtes libre de mener votre vie. Exactement. D'autant que vous avez pu démontrer que, à un moment, vous avez accepté de prendre en charge à bras-le-corps vos difficultés. Oui. Et depuis mars, vous ne vous alcoolisez plus. Non. Et j'ai même plus d'envie, ça c'est extraordinaire. On a bien travaillé et je continue à travailler, je vois encore un psychologue. Oui, c'est essentiel. Oui. Moi, je me sens très bien comme je suis là. Et c'est vrai que cette situation, c'est lourd, quoi.
Et un exemple, demain, ils sont invités au restaurant. Et ils voulaient absolument que j'aille avec eux. Et je leur ai dit, mais non, c'est vous qui êtes invités. Donc là, j'ai réussi quand même à dire non. On avance tout doucement, mais... Oui, donc, d'une certaine façon, vos parents trouvaient des bénéfices inconscients au fait que vous, en étant dans l'alcoolisme, vous étiez plus maître de vos comportements. Ouais. Donc, eux pouvaient avoir d'autant plus d'emprise sur vous. Bien que vous disant, il faut que tu t'en sortes, il faut... Bon. Et là, ils continuent à agir comme si vous n'étiez plus maître de votre vie. Ils vous maintiennent, ils ne veulent pas voir que vous avez changé. Ben, ouais. Donc, je crois qu'il faut vraiment que vous arriviez à leur dire, c'est pas une question de manque de respect, Eric, de leur dire, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je ne suis plus un enfant et je ne peux pas continuer comme ça à vous rendre des comptes. Si vous ne me faites pas confiance, je vois pas qui va me faire confiance. Tout à fait. Vous me voyez toujours comme si je continuais à m'alcooliser. Or, je ne m'alcoolise plus. Ben ouais. Vous travaillez là-dessus, j'imagine, avec votre psy. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'elle me dit aussi, il faut essayer d'en parler, quoi. Mais bon. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts là pour m'aider. Oui. Sur tous les plans, hein, que ce soit financier, pour tout, quoi. Et c'est pas une histoire de les décevoir, c'est que je veux pas les vexer ou je saurais pas dire exactement. Enfin, j'ai peur que. Mais si vous avez un peu peur de les décevoir, vous avez un peu peur de peut-être perdre leur amour. Donc, dans les faits, vous vous rendez compte le travail que vous avez accompli, la force qu'il vous a fallu. Il y a d'ailleurs le suricate qui dit bravo à vous pour votre force. Il ajoute, et j'ai un ami dont la vie est en train de s'effondrer parce qu'il n'arrive pas pour le moment à dépasser le stade du déni. Bon, mais ça c'est vachement dur. Hein. Oui. Il faut du temps. Il faut du temps. Mais vous... Là où vous avez surmonté, vous êtes pris en charge, donc vos parents peuvent être fiers de vous. Alors, qu'ils aient des craintes, qu'ils aient des peurs, c'est une chose, mais que leur peur soit à ce point paralysante, au point de vous mettre comme ça sous cloche et sous contrôle, là, ça ne va pas. Mais pour vous dire à quel point c'est... donc j'avais perdu mon boulot dû à l'alcool. Sortie de post-cure, écoutez, il m'a fallu une semaine pour en retrouver à nouveau. Donc là, j'étais super fier, super content, et ça n'a pas eu l'air de les enthousiasmer plus que ça. Donc, j'avais l'impression de pas faire les choses comme il fallait, quoi, malgré mes efforts. Oui, mais alors, vous voyez, c'est quand même... Il y a quelque chose qui est quand même à travailler, je pense, dans le cadre de votre thérapie, parce que quand vous prenez de l'autonomie, vos parents ne s'enthousiasment pas. Hein. Voilà, c'est ça. Or, moi, j'ai envie de dire que l'amour parental, il est structurant quand il n'est pas exclusif, quoi. Quand l'enfant, on lui permet de voler de ses propres ailes, de se tourner vers les autres et d'aller vers le monde. Hein. Si on le veut que pour soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, quand vous étiez dans l'alcool, vous étiez complètement dépendante d'eux. Hein. Affectivement, matériellement. Non, pas du tout. J'étais marié, j'avais mes enfants. Oui, mais enfin, votre mariage a dû
Ah bah il est foutu, hein. Bah oui. Ça a fini par le divorce. Oui. Vous me disiez quand même que vos parents vous aidaient aussi financièrement. Ouais, ils m'ont aidé, mais depuis le divorce, quoi, en fait. Mais non, avant ils étaient moins intrusifs que ça. Et avant quoi? Avant le divorce, enfin pendant que j'étais marié, j'avais pas trop. Enfin, il fallait donner des nouvelles, mais sans plus, quoi. Vous avez divorcé il y a combien de temps? Ça va faire 2 ans. Dû à l'alcool aussi, hein. Donc moi j'ai fait la totale. Le boulot, le mariage, j'ai tout foutu en l'air. Donc depuis que je me suis retrouvé seul, en fait, ouais, c'est ça, quoi. Ils essaient de me protéger, je sais pas. Oui, mais l'hyperprotection, c'est pas. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas ce qui peut vous aider à aller de l'avant. Mais bon, là, j'ai trouvé un boulot qui me permet de partir en déplacement. Bah, c'est très bien. Donc vous ne serez pas obligé d'aller dîner chez eux tous les soirs, puis vous avez votre logement. Tout à fait. Alors une fois, elle m'a dit, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Eh ben, je vais venir faire ton ménage. Mais je dis, ça va pas, mais c'est pas possible. Oui, mais vous voyez bien, Eric, que d'une certaine façon, à partir du moment où il n'y a plus de femme dans votre vie, votre mère, à nouveau, eh ben, elle veut être la femme de votre vie. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Alors, ça se passe, évidemment, là aussi on peut dire, ah ben c'est très gentil, c'est plein de bonnes intentions, je vais venir faire ton ménage. Non. Non, c'est une façon d'être dans votre intimité. Vous pouvez le faire, votre ménage. Ou à la limite, vous prenez quelqu'un qui vient faire votre ménage. Mais votre mère, elle n'a pas à venir faire votre ménage. De toute façon, c'est clair, c'est comme ça. Là, j'ai réussi à dire non, quoi. Oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, évidemment, c'est toujours fait sous couvert d'amour. Mais vous savez, l'amour, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Exact. Donc derrière cet amour comme ça envahissant, il y a vraiment une volonté de contrôle, hein, sur votre vie. Non, mais j'en suis sûr. C'est ce que dit d'ailleurs un petit message du subversif, l'air de rien, ce libre arbitre. Et on est vraiment dans ça, dénier au nom du bien est tout à fait central, en général, et en particulier dans votre histoire. Une piste peut-être à élaborer, hein. Ouais. Parce que c'est votre libre arbitre qui est dénié dans l'histoire. Oui, tout à fait. Mais j'en suis conscient. Et, je ne sais pas comment faire pour lui dire de stopper là, quoi. Mais de toute façon, vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi à un moment vous avez commencé à vous alcooliser. Ouais, ça je sais à peu près, mais... Vous savez, bon. Bah, en général, on sait pourquoi. Hein. Bah ouais, mais on sait... Il y a plein de causes sur... Oui, certainement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est important, au-delà évidemment de l'aspect médical, de la cure, de faire ce travail de thérapie, de faire ce travail sur soi pour comprendre les raisons qui ont amené à s'alcooliser, les raisons profondes, conscientes, inconscientes, parce qu'il y a une souffrance derrière, il y a un mal-être. Ah, tout à fait. Si on n'accède pas à cela, il peut y avoir les risques de rechute. Exactement. Donc, quand on comprend un peu ce qui est à l'origine de cette souffrance, de ce mal-être, qu'on peut travailler sur cette souffrance, qu'on peut l'élaborer, la mettre en mots, bien, je veux dire, on a beaucoup moins le risque, voire plus du tout, de sombrer dans cette dépendance-là. C'est-à-dire que l'alcoolisme vient exprimer qu'on est écrasé souvent par le poids d'une histoire, qu'on n'arrive pas à dire autrement. Hein. Bah, en fait, je suis déjà quelqu'un, là c'est un gros effort, parce que je parle pas énormément. Donc l'alcool au début c'était plutôt désinhibant, donc... Oui, mais... oui. Ça dure pas. Hein, ça c'est un symptôme, mais oui. Et puis...
Après, il y a eu la naissance de ma fille. Et puis, moi, je comptais plus du tout, quoi. Il y avait ma femme et ma fille. C'était toutes les deux, quoi. Moi, j'avais plus de... vous dire à quel point ma fille dormait avec ma femme, quoi. Ah oui. Donc, et vous dormiez où? je dormais en bas ou dans la chambre de ma fille. Ah oui, carrément. Ah ouais. Donc, j'étais exclu de leur couple. Hein. Et je pense que ça, déjà, ça a joué énormément. Et puis, tout est venu... Oui, vous êtes senti délaissé. Ah, tout à fait, oui. Et vos parents, ça se passait comment? Vos parents, quel genre de couple étaient-ils? Alors, mon père n'était pas là, il était en déplacement, lui. Donc, j'étais avec ma mère toute la semaine, quoi. Ouais. Oui. Donc... vous étiez un peu dans la fusion aussi avec votre mère. Ouais, plutôt, ouais. Bah oui, ça s'entend hein, dans tout ce que vous nous avez dit. Hein. Votre mère parlait beaucoup d'elle, d'ailleurs, plus que de votre père. Bah ouais, puisque lui, je dirais que c'est un observateur et... Eh oui, un peu extérieur. Ouais. Ouais, c'est elle qui va aller faire le ménage chez vous, c'est elle qui... Oui, on voit que c'est elle qui régit là, les choses. Hein. Donc finalement, il s'est un peu répété dans votre couple ce qui se passait dans le couple de vos parents. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. C'est pour ça aussi que vous avez du mal à dire non aujourd'hui. Peut-être. Et qu'il est important de travailler en thérapie. C'est ce qu'on fait et j'ai l'impression de bien avancer, quoi. Mais faut que j'arrive à me libérer de ça et puis déjà normalement je dois partir avant le mois de décembre à l'étranger, donc ça sera pour une longue période, on verra bien, quoi. Ça sera pas mal. Ouais, ça fera du bien. De mettre un peu de distance. Exactement. Bon, merci en tout cas de votre témoignage. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très impressionnée. Je risque de bafouiller un peu. Moi, c'est pas grave. Non. C'est pas grave de bafouiller. Ça m'arrive aussi. Hein. Alors voilà. Je suis mariée depuis 25 ans. Depuis 4 ans... En revanche, ça serait bien que vous reculiez un petit peu de votre combiné. Là, ça doit être mieux comme ça. Voilà, là c'est bien. Ouais. Donc je suis mariée depuis 25 ans. Depuis 4 ans, mon couple ne fonctionne pas du tout. Ne fonctionne plus. Oui. J'ai rencontré un homme qui, et heureusement, parce que c'est quelqu'un qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a redonné de l'estime. Oui. Puis bon, ça a fini au bout d'1 an. Et puis bon, il y a eu quelques mois, j'en ai rencontré un autre homme qui de nouveau, pendant quelques mois, qui m'a fait découvrir qu'il y avait un autre genre d'homme que ceux que mon mari et que cet homme que j'ai rencontré précédemment. Et c'est-à-dire que là, je suis passée à un autre genre d'homme, des hommes gentils, alors que mon mari et l'homme précédent, des hommes plutôt cassants, quoi. Et puis, ça a duré quelques mois, c'était cette relation, et puis bon, ça s'est arrêté. Et puis j'en ai eu marre d'avoir comme ça, de faire des rencontres. C'était pas du tout. En fait, c'était pas. Il faut voir que moi, j'étais mariée depuis 25 ans, et puis et pendant 24 ans, j'étais totalement fidèle, pas forcément heureuse, loin de là, mais fidèle, quoi.
Et puis il y a quelques mois, donc pendant quelques mois il s'est rien passé. Et puis il y a quelques mois, au mois de septembre l'année dernière, je rencontre quelqu'un, un homme. Bon. Et puis de là, on a beaucoup discuté, on a passé beaucoup de temps au téléphone, on s'est vu beaucoup. Et puis lui, assez rapidement, a eu envie d'avoir une relation avec moi. Et moi, j'avais pas envie. Je lui disais, écoute, il était à peu près dans la même situation que moi, à part que lui avait été séparé de sa femme. Enfin, il avait quitté le domicile conjugal. Mm-hmm. Et moi, j'étais toujours avec mon mari sous la même maison, sous le même toit. Et donc, j'avais pas envie de relation. C'était un homme qui me plaisait bien, mais j'avais pas envie. Je lui ai dit, écoute, non, on a mieux à faire. On a à se soutenir. Si on se soutient mutuellement, c'est mieux de rester amis et de s'aider comme ça. Et donc, effectivement, on est resté comme ça. On a eu des moments très sympas. J'avais quasiment tous les jours au téléphone. Et puis, est arrivé que petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui, d'autant plus que je me suis rendu compte que mon mari, d'une part, avait une relation, d'autre part, il me fliquait depuis de nombreux mois. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu faire le switch et tomber amoureuse de cet homme-là. Et puis, donc, on arrive à fin juin, début juillet. Alors, lui de son côté, en fait, oui, ce qu'il faut que je dise, c'est que lui de son côté, en fait, il est retourné chez sa femme, enfin, il est retourné dans sa famille, parce que l'avocat lui a dit, écoutez, il faut absolument que vous retourniez, parce que votre femme va complètement vous mettre, va faire un divorce pour faute, ça va vous coûter très très cher. Mais ça n'existe plus, je croyais. Je croyais que ça n'existait plus. Hormis pour des cas de violence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme qui est avec une femme qui ne travaille pas et il a 4 enfants de 12 ans à 18 ans. Bon, enfin, en tout cas, il est retourné avec sa femme. Hein. Bon. Oui, il est retourné avec sa femme il y a longtemps. Hein. Ça, c'était au mois de novembre. On a continué à se voir. D'accord. Et les choses étaient claires pour lui. Il était peu amoureux de sa femme. Il avait plus envie d'elle. Il faisait les chambres à part. Voilà. Mais en même temps, vous étiez avec votre mari aussi. Oui. Oui. Oui, c'était à peu près la même situation, quoi. Oui. Mais lui était beaucoup plus décidé à quitter sa femme, d'autant plus que il l'avait déjà fait. Il était beaucoup plus décidé. Alors que moi, j'étais encore dans les hésitations, même en sachant que mon mari avait rencontré quelqu'un, j'étais vraiment dans les hésitations, quoi. Et donc je disais tout, quoi, Et puis arrivé fin juin, donc il a fini par aller voir une avocate qui lui a expliqué, qui lui a dit, écoutez, faites votre compte, comptez, regardez combien ça va vous coûter cette affaire-là, de divorcer avec votre femme. Au même moment, il a eu des problèmes de travail. Il a une société, il a dû se séparer de son associé. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir moins d'appels téléphoniques, moins d'SMS. Bon. Moi, je suis partie en vacances. Et puis, bon, les appels se sont espacés. Et puis, je sentais qu'il était plus distant, quoi. Et puis j'ai fini par le trouver, par le voir un jour. Moi, je revenais de vacances, lui partait, et puis on a réussi à se voir juste une journée. Et là, j'ai bien senti qu'il était gêné. Et il m'a dit, écoute, j'ai des doutes, je ne sais pas où j'en suis. Je suis amoureuse de toi, mais j'ai des doutes. Ma femme est devenue gentille. Et donc, je vais certainement rester avec elle. Et alors, chose extrêmement surprenante, j'ai eu un déclic, vraiment un déclic, où je me suis dit, mais moi, il n'est plus question que je vive cette vie de complaisance, que je vive de façon médiocre. Donc, je
je veux me rendre disponible pour moi, Oui. pour éventuellement cet homme, s'il arrivait à se séparer de sa femme, ou alors pour un autre homme. Mais c'était vraiment le flash, c'est-à-dire que quelque chose que je ne pouvais pas faire depuis 4 ans. Mhm. Ça a basculé d'un coup, quoi. Et j'étais moi-même surprise de ma réaction. Bon, mais c'est... En même temps, vous dites, vous parlez de vie de complaisance, c'est-à-dire que c'est toutes ces relations successives que vous avez eues, qui, dites-vous, vous ont redonné confiance en vous, qui ont permis de retrouver un peu l'estime de vous-même, vous ont donné aussi la force de pouvoir en arriver à cette décision, de dire que cette relation de couple ne vous convenait plus. Ouais. Jusque-là, vous vous sentiez peut-être trop affaibli pour... Vous étiez finalement dans une lassitude, vous étiez dans un ennui, voilà, les jours s'écoulaient comme ça, et vous disiez vous n'aviez pas l'énergie là, de changer. Et puis j'avais un certain nombre de peurs. J'avais peur de manquer, j'avais des peurs, quoi. Et c'est étrange parce que toutes ces peurs sont parties en l'espace. Ça bougeait, ça a vraiment bougé très très vite dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que ça a maturé peut-être. À un moment, ça vous est apparu clairement, mais peut-être que il y a eu un temps de maturation. Vous ne pensez pas ? Parce que vous parlez de flash, c'est ce qui me préoccupe un peu. Parce que vous semblez dire que c'est quand cet homme vous dit qu'il n'est plus libre, qu'il retourne chez sa femme parce qu'elle est redevenue gentille d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est que vous dites bon moi de toute façon quoi qu'il en soit je ne veux plus de cette vie de complaisance et je vais me rendre disponible. Alors pour cet homme ou pour un autre homme, pour cet homme ça me paraît mal parti puisque lui ne l'est plus disponible. Et si vous rendiez disponible un peu pour vous-même plutôt. Oui, c'est pour ça que j'ai dit aussi disponible pour moi déjà. Mais comment vous pourriez l'être pour vous ? Comment vous l'envisageriez ? Comment j'envisage vivre plus pour moi déjà dans un premier temps, quoi. C'est-à-dire me reconstruire de toutes ces années où j'ai végété. Apprendre à être accepter d'être seule aussi, ne pas courir dans une histoire rapidement, quoi. J'ai des objectifs que j'aimerais arriver où j'ai besoin d'être libre en fait. Mais alors, qu'est-ce qui ne va plus dans votre couple avec votre mari ? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour ? Non, il n'y a plus d'amour. Parce que là, ce sont des histoires où ces hommes, vous avez vécu des histoires de peu de passion, de désir, mais vous n'avez plus vraiment d'amour du tout. C'est pour non. Non, j'ai plus d'amour et puis ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a fait basculer aussi. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée amoureuse de cet homme, vraiment. Il m'a espionnée, quoi. Il m'a espionnée par le téléphone, par l'ordinateur. Alors attendez, je comprends pas bien. Vous êtes tombée amoureuse de l'autre homme à partir du moment où votre mari vous a espionné ? Non, à partir du moment où
où j'ai eu les preuves qu'il m'avait espionnée. Ben oui, c'est curieux ce que vous nous dites là. Pourquoi c'est curieux? Ben, vous me dites que vous êtes tombée amoureuse à partir du moment où votre mari vous a espionné. Non, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il m'espionnait. Mais oui, quel lien faites-vous? Parce que je pense que à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il m'espionnait, que ça m'est paru insupportable qu'il m'espionne. Et là, je crois que ça a coupé. Mais c'est une vengeance là. Une vengeance sur de quoi? Mais j'arrive pas à voir le lien que vous faites. Entre votre mari vous espionne et vous vous rendez compte du coup que vous êtes amoureuse. Non, je pense que je me suis autorisée. Je pense que je me suis autorisée à ce moment-là. C'est pas clair, hein, Christine. Ça, c'est comme ça que j'ai expliqué, hein. Peut-être que c'est pas... Ouais. Je me suis... Depuis le début, cet homme me plaisait. Mais quelque part, je ne me l'autorisais pas. Je voulais pas avoir de nouvelles aventures. Je voulais quelque chose de beaucoup plus... Je voulais pas retomber dans une histoire amoureuse, d'autant plus que j'espérais, d'autant plus que j'étais pas claire encore avec la rupture avec mon mari. Non, je pense vous n'avez non. Comment? Non, et c'est pas. Ouais. Et là, vous envisagez de rompre avec votre mari? Oui. Oui, j'envisage de rompre de façon. Allez en parler, je crois un petit peu quand même. Hein. Moi, je vous conseillerais un peu d'en parler, parce qu'il y a. Je trouve qu'il y a un peu une confusion. Tout est un peu très mêlé, dans ce que vous nous dites. Je me rends bien compte que je suis pas claire. De toute façon, j'ai été fine depuis le début. Vis-à-vis de mon mari, je sais que j'ai plus d'amour, j'ai plus rien pour lui. Oui, mais vous prenez une décision au moment où cet autre homme retourne vers sa femme. On a l'impression que vous agissez. Vous voyez, quand les choses, quand vous êtes un peu mise au pied du mur, oui, c'est vrai. Il faut que votre mari vous espionne. Alors là, vous réalisez que finalement cet homme vous l'aimez. Enfin, c'est comme si vous avez parlé de flash tout à l'heure. On a l'impression que voilà, c'est un peu par moments vous réagissez sous le coup d'une impulsivité. Or, il y a quand même des décisions, des choix de vie qui demandent un peu à être un peu réfléchi, un peu mûri. Alors après, vous pouvez que vous n'aimiez plus votre mari, c'est une chose. Mais au-delà de ça, une séparation, il faut pas que. Moi, j'ai le sentiment. Moi, ce qui me fait un petit peu. Vous dites tout de suite, je vais me rendre disponible pour cet homme qui ne l'est plus. Puisqu'il retourne avec sa femme, ou pour un autre homme. Mais vous voyez, c'est tout de suite, vous quittez votre mari, il faut qu'il y ait un autre homme. Il n'y aura pas forcément tout de suite un autre homme. Oui, je comprends. Mais de toute façon, j'ai pas forcément... il peut y en avoir un qui est un peu défaillant. Bon, donc cet entre-deux, il faut que vous le viviez, vous, le mieux possible. Oui. Mais j'ai pas forcément envie qu'il y ait un autre homme tout de suite. Oui, mais bon. J'ai pas forcément envie, justement. J'ai l'impression que j'évolue très très vite. Trop vite pour savoir où vous allez vraiment. Vous voyez, ça se télescope dans votre tête. Oui, ça se télescope. Ça se télescope, et quand ça se télescope à ce point-là, Christine, il est un peu, ça vaut un peu la peine de se poser pour envisager l'avenir un peu plus sereinement, peut-être à ce moment-là de votre vie,
À mon avis, hein. Ah oui. Mais parce que ça vaut la peine. C'est bon. Là, vous avez renoué avec le désir, avec ces hommes, vous vous êtes sentie pleinement femme. Là où dans votre couple, vous parlez d'ennui. Et j'ai l'impression que par moments, voilà, l'ennui vous a submergé. Vous étiez un peu comme Madame Bovary, dans un ennui terrible. Et puis tout d'un coup, le désir de ces hommes vous a réveillé. Pour autant, bon, attention de ne pas retomber dans l'ennui. Après, retomber dans l'ennui. Eh oui, de ne pas retomber dans l'ennui, oui. Parce qu'en vous retrouvant face à vous-même. Dans une période d'entre-deux. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller un peu en parler. Ouais. C'est un peu le conseil que je vous donnerai. Bonne chance à vous. Bon, mais je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Christine. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des petits SMS qui arrivent au 7 39 21 pour Christine. Cathy qui dit vous confondez amour et possession. Le subversif qui dit n'y avait-il plus d'amour dans votre couple ou votre mari ne vous regardait-il plus comme avant? Et puis des messages de réaction au témoignage d'Éric. Barbara qui dit moi j'ai envie de dire chapeau aux parents d'avoir aidé leur fils. Je pense qu'ils ont dû beaucoup souffrir pendant la dépendance de leur fils. C'est parfois difficile de refaire confiance et d'oublier les années horribilis. Faire le ménage est aussi une façon de montrer à son enfant qu'on l'aime, qu'on est là. C'est dommage de mettre de la distance pour régler les problèmes. Barbara dit trop tard, c'est fini, j'ai pas pu intervenir. Oui, vous avez été nombreux à dire. Bien sûr que c'est pas facile pour les parents de régler ils ont vécu des choses terribles pendant les années d'alcoolisation de leur enfant. Pour autant, quand ce dernier est en train d'en sortir, il faut pouvoir à nouveau lui accorder sa confiance. Parce que sinon, il ne pourra pas, lui, retrouver confiance en lui. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves, excellent week-end et à lundi.